Vous l'avez dit tout à l'heure, apparemment, c'est juste une opération de com politique. On parlerait de marketing politique. Sinon, la question, évidemment, c'est de savoir quel intérêt, par exemple, d'un personnage comme le despote Denis Sassou Nguesso dans une telle délégation, lorsqu'on sait que Denis Sassou Nguesso tire même sur sa propre population. Les exemples sont là, les preuves existent, arrive à ordonner des massacres des civils, ça on le sait, mais aussi trempé, mais totalement dans les crimes économiques et financiers. Et donc, mais pourquoi donc Denis Sassou Nguesso fait partie, et en qualité de qui? Parce que c'est ça la question. À côté, il y a l'Union africaine. Et on sait personnellement que c'est un agenda caché pour la gloire d'un homme. Point. Donc, maintenant, la difficulté, je vous ai dit tantôt, c'est de voir des gens comme Cyril Ramaphosa, les Sud-Africains qui ont un grand service de renseignement, de se laisser comme ça embarquer par monsieur Jean-Yves Olivier, en sachant que c'est pas pour véritablement réussir une médiation, mais il y a quelqu'un qui est derrière qui se cache pour que il soit vu par Biden, par les grands de ce monde. Il aime ça. L'initiative prise par les trois leaders politiques, mais en tant que citoyens, il faudrait qu'elle soit soutenue par les citoyens congolais. Au-delà des 50 000, nous sommes capables d'arrêter des programmes bilatéraux et multilatéraux. Ce n'est pas compliqué. Que nous fasse confiance. Raison pour laquelle j'ai dit c'est un acte inaugural. Intéressant, parce que ce monsieur ne comprend que deux choses. Le rapport de force, nous ne sommes pas là pour l'instant pour faire la guerre et autres, ce n'est pas notre. Sinon, argument contre argument, c'est-à-dire vous les amenez sur un terrain où Barokima. Ils vont fuir. Parce que tout est documenté et nous pouvons le démontrer. Alors, probablement qu'ils vont nous poser la question de savoir comment signer une pétition. Bon, je disais tout à l'heure que c'est une pétition qui est en ligne et je crois que c'est aussi sur papier, hein, je crois, au niveau de Brazzaville. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Droit de savoir que je vous invite à commenter, à partager massivement. Après avoir cliqué sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, les petits gestes nécessaires pour nous aider à continuer à vous informer, mais surtout à mieux vulgariser l'information. Avec moi sur ce plateau, Guy Mafimba Motoki, personnalité politique du Congo-Brazzaville, résident en France. Bonjour Guy Mafimba, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau, surtout avec vos analyses pertinentes et beaucoup sollicitées par nos téléspectateurs. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Bonjour à toute votre rédaction. En tout cas, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé, effectivement. Grâce à vous, nous arriverons à édifier nos compatriotes et puis la communauté internationale sur ce qui se passe dans notre pays et un peu partout en Afrique. Donc, très heureux d'être là ce soir pour essayer d'évoquer un certain nombre de sujets que vous allez soumettre à ma compréhension ce soir. Merci Guy Mafimba de votre disponibilité pour cette interview. Alors, Kiev et Moscou prêtent à rencontrer une délégation africaine pour discuter un plan de paix. Donc, cette délégation qui sera conduite par le Sud-Africain Cyril Ramaphosa sera également de la partie le despote Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Et comme vous le savez, Kiev a toujours répété qu'un plan de paix devrait inclure un retrait total des troupes russes de son sol. De leur côté, les États-Unis et le Royaume-Uni ont exprimé un soutien prudent au plan de paix. Alors, quelles sont donc les chances pour cette délégation de faire aboutir une médiation, c'est-à-dire un plan de paix entre Moscou et Kiev? Elles sont minimes, sinon dérisoires. Je le dis d'emblée, minimes et dérisoires. Pourquoi? Pour deux ou trois raisons. Première raison, j'aurais aimé que monsieur le président Cyril Ramaphosa, qui n'est pas n'importe qui, président sud-africain, deuxième puissance ou première puissance africaine, c'est-à-dire le produit de Nelson Mandela, le produit de Thabo Mbeki, qui est à l'origine de ce qu'on appelle la Renaissance africaine. Donc j'aurais aimé que M. Cyril Ramaphosa, d'abord fasse un tri par rapport à sa délégation, hein, un, deux,
qui se concentrera d'abord sur le continent africain. Au moment où on vous parle là, il y a une crise au Congo-Brazzaville. Hein? Il y a une crise au Congo-Brazzaville. Nous avons 2 prisonniers politiques. Il y a une crise multidimensionnelle. Il y a une crise. Oui, mais est-ce qu'on peut, on peut prendre quelques 2 minutes là-dessus pour nous Oui. décrire la crise? Lorsque vous parlez de la crise au Congo-Brazzaville, à quoi faites-vous allusion en dehors de Je ce fais tout simplement qu'il y a des allusion au fait prisonniers politiques? qu'un membre de la délégation de M. Cyril Ramaphosa est allé à l'encontre de toutes les règles les plus élémentaires du vivre ensemble de la civilisation actuelle, c'est-à-dire l'alternance démocratique. M. Cyril Ramaphosa est un des produits de l'alternance démocratique. Le respect des droits humains. M. Denis Sassou Nguesso est supposé être, en tout cas être à l'origine des crimes économiques et des crimes de sang. Et bien entendu, la Renaissance africaine veut tout simplement dire que l'Afrique doit compter en tant que pôle dans ce monde multipolaire qui est en train de se dessiner en ce 21e siècle. Je dirais encore mieux, l'Afrique, tous les observateurs sont unanimes de dire que l'Afrique, le 21e siècle sera africain. Mais à la seule condition que nous puissions avoir des visionnaires, que nous puissions être capables de mettre en place des orientations stratégiques et programmatiques pour faire véritablement de l'Afrique un pôle qui doit compter dans le leadership mondial. Or, comme je disais tantôt, je reviens sur ce que j'ai dit, nous avons des problèmes au Congo-Brazzaville. Nous avons des problèmes aujourd'hui en RDC avec les élections qui se portent à l'horizon. Actuellement, au moment où je vous parle, ça cogne au Sénégal. Nous avons des problèmes au Mali, nous avons des problèmes au Burkina. Alors, ils doivent se concentrer d'abord sur ça que d'aller faire ce qu'ils sont en train de faire. En lingala, on appelle ça le matalana politique. Mais lorsqu'on vous cite le nom de Jean-Yves Olivier, nous allons essayer de démontrer pourquoi ce monsieur à la tête, sinon est l'initiateur d'une telle médiation, soi-disant, et pourquoi et pour quelles raisons. Parce que ce n'est pas sa première tentative de médiation. Et depuis qu'il Évidemment, mais on va arriver peut-être sur Jean-Yves Olivier tout à l'heure, mais vous disiez que les chances sont minimes pour cette délégation de faire aboutir évidemment une médiation entre Kiev et Moscou, alors que les 2 capitales ont accepté, quand je dis les 2 capitales, c'est-à-dire le président Zelensky et le président Poutine ont accepté les accueillir. Est-ce que c'est juste là, on dirait, de la diplomatie simplement, question de plaire à ces derniers pour ne pas dire non à leur visite? Ce sont des postures diplomatiques. Pour imposer une médiation, il faut peser. Pour imposer une médiation, il faut être crédible. Nous sommes des demandeurs, nous sommes des gens qui courons derrière les aides et les dons. Or, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est véritablement, ça dépend de là où on se trouve. Hein. On estime que dans un camp, moi je partage cet avis, qu'il y a eu violation du droit international et qu'il y a eu une agression, et de cela, il fallait qu'on reparte sur des bases où le pays agresseur devait être sanctionné. C'est ce qui s'y fait actuellement. Il y a un autre camp qui estime que non, la Russie est dans ses droits. Or, dans un tel débat, l'Afrique n'a même pas un seul membre au niveau du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Un. Deux, sur le plan économique, on ne pèse pas. Si on y va, c'est pour peut-être demander à ce qu'ils testent les armes pour qu'on ne se retrouve pas affamé avec le maïs ou je ne sais pas quoi. Et tertio, bien entendu, le camp occidental ou le camp qui soutient l'Ukraine dit tout simplement que nous devons respecter le droit international. Or, je l'ai dit tantôt, ceux qui vont pour aller faire la médiation sont déjà très mal vus d'un côté comme de l'autre. Prenons le cas, par exemple, de M. Denis Sassou Nguesso. Je reviens sur lui parce que je le connais mieux que lui. Bon, les Ukrainiens vont dire, mais pourquoi vous avez, par exemple, vous n'avez pas voté, par exemple, les sanctions ou bien, enfin, vous n'avez pas été dans notre camp. Il aura du mal à l'expliquer. Or, l'Afrique du Sud, c'est autrement. L'Afrique du Sud a été soutenu lorsque le régime d'apartheid était encore implanté au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, il y a une espèce de lien, il y a une espèce de gratitude légitime. Donc, je peux citer encore d'autres pays comme ça. Mais
un pays comme le Congo, c'est comme une espèce de... On a mélangé des torchons et des serviettes Oui, évidemment, pour Guy aller Mafimba, tout à parce l'heure, que vous... je termine sur une phrase. Parce Oui, que s'ils y vont, c'est pour aller mettre sur la table euh, des deux côtés, d'un camp comme de l'autre, pour dire respectons telle valeur. Mais moi, si je suis Zelensky, je vais demander à M. Denis Sassou Nguesso, mais vous êtes là pour me demander de respecter quoi? Vous-même, vous êtes une tyrannie, vous êtes un violeur des droits de l'homme et tout. Vous allez me évidemment, c'est demander là quoi? que je voulais un peu rebondir, Guy Mafimba, c'est que euh, vous l'avez dit tout à l'heure, apparemment, c'est juste une opération de com politique. On parlerait de marketing politique. Sinon, la question, évidemment, c'est de savoir quel intérêt, par exemple, d'un personnage comme le despote Denis Sassou Nguesso dans une telle délégation, lorsqu'on sait que Denis Sassou Nguesso tire même sur sa propre population. Les exemples sont là, les preuves existent, arrive à ordonner des massacres des civils, ça on le sait, mais aussi trempé, mais totalement dans les crimes économiques et financiers. Et donc, mais pourquoi donc Denis Sassou Nguesso fait partie, et en qualité de qui? Parce que c'est ça la question. À côté, il y a l'Union africaine. Mais curieusement, c'est une initiative prise par, bon, tout à l'heure, vous avez d'ailleurs amorcé, vous avez parlé de Jean-Yves Olivier. Alors, c'est la question qu'on se pose. Donc, est-ce que c'est bien l'Afrique du Sud qui a initié ou bien c'est un lobby qui travaille autour pour, ben, naturellement, redorer le blason, probablement, d'un dictateur? Ben, écoutez, l'agenda caché est celui-là. L'agenda caché est celui-là. Raison pour laquelle je suis au regret de constater que des grands monsieur comme le président Cyril Ramaphosa puissent comme ça s'embarquer dans une initiative qui n'aura tout simplement à le discréditer en tant que chef de l'État d'une grande puissance africaine. Donc, l'agenda caché, l'agenda caché est simple. L'agenda caché, c'est bien entendu monsieur Jean-Yves Olivier qui est derrière. Monsieur, et il n'est pas sa première tentative. Mais il faut tout simplement expliquer à nos téléspectateurs qui est Jean-Yves Olivier pour que les gens Évidemment, c'est la comprennent. question qui Pour que s'impose. les gens Qui comprennent. est-il concrètement? Qui est Jean-Yves Olivier? En fait, Jean-Yves Olivier, pour comprendre Jean-Yves Olivier, il faut déjà avoir son âge, 80 ans. C'est un gaulliste. Il a fait l'Algérie, il est né en Algérie et autres. Et il y a aussi un élément important, il a fait partie de l'OAS. L'OAS, c'était l'organisation d'armées secrètes. C'est-à-dire que c'était les Français qui étaient pour l'Algérie française. Donc l'OAS, c'était une organisation terroriste qui a mené des attentats en France comme en Algérie pour faire en sorte que l'Algérie soit française. Donc, c'est la France-Afrique. Donc, ce sont des gaullistes. Et celui qui ramène comment vous l'appelez, Jean-Yves Olivier auprès de Jacques Chirac, c'est Michel Roussin. Michel Roussin, ce n'est pas n'importe qui. Michel Roussin, et vous allez comprendre pourquoi il est proche de Denis Sassou Nguesso. Michel Roussin, c'était le directeur de cabinet du patron de la DGSE. À l'époque, on appelait, je pense, SDECE. Donc, c'est l'ancien directeur de cabinet, Michel Roussin, du patron de l'ancienne DGSE de 1977 à 1981. C'est important ce que je suis en train de vous dire là. 77, souvenez-vous, c'est qui? C'est Ngouabi qui est assassiné. Et j'ai expliqué un peu partout comment M. Denis Sassou Nguesso est plus ou moins impliqué. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-François Prante qui le dit, qui est impliqué dans l'assassinat de... Donc, on connaît M. Roussin qui a introduit Chirac introduit Jean-Yves Olivier auprès de Jacques Chirac. Il sait pertinemment pourquoi il a introduit et comment Sassou se retrouve dans les mains de l'autre, de Jean-Yves Olivier. Mieux, c'est le même Michel Roussin, 84-93, lorsque Jacques Chirac est à la mairie de Paris, et surtout en 93, lorsqu'il est ministre de la Coopération, lorsqu'il y a eu la première tentative de coup d'État avec le réseau Chirac et le réseau Pasqua pour faire tomber Pascal Lissouba. Et c'est le même Michel Roussin qu'on retrouve en 97 au Congo-Brazzaville. Là, il est patron du MEDEF français, Afrique, pour embarquer les sociétés françaises et organiser le coup d'État qui a fait chuter, qui a arrêté net le processus démocratique au Congo-Brazzaville. Vous voyez bien, à travers Michel Roussin, qui est monsieur
Jean-Yves Olivier. En fait, ce monsieur était quoi? Dans le négoce des matières premières. Et du jour au lendemain, il se retrouve intégré, grâce à Michel Roussin, au sein des politiques. Et il joue 3 rôles. C'est d'abord un lobbyiste. Et donc, vous êtes en train de nous dire que Jean-Yves Olivier, c'est le lobbyiste de Denis Sassou Nguesso, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'il a 3 casquettes. C'est un lobbyiste, il est le champion de la diplomatie parallèle et il est un barbouze qui ne dit pas son nom. Je vous ai parlé de l'OAS tout à l'heure. On va commencer par le lobbying. Il crée 2 leviers. Je vais vous lire une phrase. C'est très important. Et le jour que vous aurez le temps, M. Christian Perrin, allez lire cela. C'était dans Paris Match du 19 août 2013. Paris Match. Le titre, c'est ce mystérieux Monsieur Jacques. Et il avait donné une grande interview qui parle de M. Denis Sassou Nguesso. On lui pose la question. Vous êtes un proche de Denis Sassou Nguesso. L'avocat Robert Bourgi. Hein? Oh non. Déjà, je vais commencer d'abord sur ce que lui pense de la France-Afrique, parce que c'est un homme de la France-Afrique. Donc, on lui pose la question sur la France-Afrique. Qu'est-ce qu'il répond? On lui pose la question. La France-Afrique a-t-elle vécu? Il dit, si tant qu'elle ait existé, elle aura duré le temps de ce que la France avait fait nommer au moment des indépendances. Lui, au moins, il assume. Nous avons fait nommer des chefs d'État. Mais M. Denis Sassou Nguesso fait partie des gens qu'on a fait nommer à travers l'acquisition du pouvoir, depuis qu'il a pris le pouvoir en 77 et puis en 97. Première question. On lui pose la question sur Denis Sassou Nguesso. Sur Denis Sassou Nguesso, on lui dit, vous êtes un proche de Denis Sassou Nguesso. L'avocat Robert Bourgi prétend que des valises venant de l'entourage de ce président congolais ont été acheminées vers nos politiques. Il dit, quand il a fait cette déclaration, je ne me suis pas écrié. Mon Dieu, quel menteur. Je vous, à Sassou, qui me considère comme son frère, un respect et une amitié indéfectible. Il se moque de l'argent, il en use comme d'un moyen politique. Il se moque de l'argent, il en use comme d'un moyen politique. C'est pour répondre à votre question. Vous voyez 3 casquettes. M. Sassou Nguesso a de l'argent. Il sait qu'il tient sa légitimité de la France, c'est-à-dire de l'international. C'est cet international qui ferme les yeux lorsqu'il pose ses crimes, quand il viole la Constitution, quand il commet des crimes des droits humains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit prendre cet argent. Et des crimes contre l'humanité, parce que ce qui s'est passé, par exemple, au beach de Brazzaville, ça sont des crimes contre l'humanité. Malheureusement, tout ça, ça passe inaperçu. Exactement. Mais comme il a l'argent, il doit faire la politique avec. Et il trouve qui? En monsieur Jean-Yves Olivier. Jean-Yves Olivier, véritablement, un monsieur qui est dans le milieu france-africain pour monter, en fait, des leviers pour sa diplomatie parallèle et du lobbying. Mais revenons sur la diplomatie parallèle. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas la première fois. Lorsqu'il y a eu l'histoire de Mandela, et là, M. Jean-Yves Olivier, vous avez entendu parler de ce fameux récit, on a voulu nous faire croire que c'est lui qui a libéré Mandela. Et c'est comme ça qu'il s'est taillé une espèce de réputation, mais mensongère. Parce que ce soit M. Jean-Yves Olivier, que ce soit Denis Sassou Nguesso, ils n'ont fait que, comment dirais-je, était au bout de la chaîne qui a mené à la libération de Mandela. La libération de Mandela est partie d'une lutte de plus de 20 ans. Si on parle du Congo-Brazzaville, ce n'est pas Denis Sassou Nguesso, c'est Ngouabi. Parce que le Congo était la base arrière de l'ANC et de tous les mouvements de libération de l'Afrique australe sous Ngouabi. Le chef d'état-major, c'est Yombi Opango. Oui. Et lorsqu'on libère Mandela, c'est parce que le régime d'apartheid est asphyxié financièrement et est lâché par la communauté internationale, notamment les États-Unis et la France.
et l'Union européenne. Donc, ils ne font que récolter, et bien entendu, le fameux concert de Wembley, où on avait chanté Mandela Day, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu toutes ces successions de combats menés, et eux, les deux, tirent bénéfice de cela pour... C'est comme ça qu'il s'est tapé cette réputation qu'ils vont un peu partout pour avoir été, soi-disant, celui qui a libéré Mandela. C'est tellement gonflant. Et je vais vous apporter encore un élément. Vous savez, Oui, mais pendant que vous parlez de Nelson Mandela, évidemment, je me souviens un peu du livre. Bon, écoutez, les gens vont chercher un livre de Denis Sassou Nguesso qui avait été préfacé par Nelson Mandela. Et cette affaire a fait grand bruit au point où on a démontré que finalement, c'était une usurpation, c'était du mensonge. La fondation Nelson Mandela avait porté plainte contre M. Denis Sassou Nguesso. Je me souviens, c'était en 2015 et autres. Porté plainte parce que c'était de faux usages de faux. C'est pour vous expliquer, ça illustre un peu ce que je vous dis tout à l'heure. Ce monsieur Jean-Yves Olivier a voulu utiliser cette affaire de Mandela pour se taper la réputation d'être un grand médiateur, un humaniste et autres. Ce qui est faux. Je ne sous-estime pas ce qu'a eu à faire Denis Sassou Nguesso. Il faut reconnaître que Denis Sassou Nguesso, je me souviens, lorsque le régime d'apartheid à l'époque encore existait, Jacques Chirac a voulu recevoir le patron du régime d'apartheid. Lui, il était président, patron de l'Union africaine, il s'était insurgé. Ça, c'était le Denis Sassou Nguesso de jadis. Mais de là à faire, en faire le fer de lance, le grand... Non, c'est ce qu'on appelle de la falsification de l'histoire. Bref, lobbying, donc la fondation de Brazzaville, c'est juste un levier pour faire du lobbying. Et c'est grâce à ça. Et faire du lobbying, c'est pas... Et qui finance cela? Je vous ai dit tout à l'heure, il a dit quoi? Mais Denis Sassou Nguesso se manque de l'argent, il l'utilise pour faire de la politique. Mais pour faire de la politique, il faut être toujours au premier plan. Il est en difficulté en ce moment. Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut bien que Biden le regarde dans la délégation. Il faut bien que Macron le regarde dans la délégation. Macron, au moins, dira que non, je dois resservir la soupe à Denis Sassou Nguesso parce qu'il a été dans une délégation. C'est un peu la même chose qu'ils ont tenté de faire avec la crise libyenne. Lorsque M. Denis Sassou Nguesso, à coup d'argent, a pu s'acheter la fameuse présidente du Haut Comité pour la résolution de la Libye. On a vu la même fondation en RDC où ils ont échoué. En Libye, ils ont échoué. Au Centrafrique, ils ont échoué. En RDC, je l'ai dit tout à l'heure. Mais par exemple, laquelle je vous ai dit, l'Ukraine, la Russie, c'est du matalana politique, c'est du marketing politique, c'est du lobbying pour essayer de réexister dans le concert des nations parce que tout le monde va creuser. Qui conduit la délégation? C'est Ramaphosa. Mais qui est l'initiateur? Fondation de Brazzaville. Ah, M. Denis Sassou Nguesso. Vous allez voir maintenant tous les étalons qui vont nous sortir l'expression le plus grand médiateur international. Alors que ce monsieur est dans l'incapacité de régler les problèmes dans son propre pays. Voyez-vous comment nous sommes dans une espèce d'imposture politique, de falsification de l'histoire. Mais malheureusement, c'est l'argent du Congo qu'on utilise pour la gloire d'une personne qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Voilà évidemment, c'est l'argent du Congo, comme vous l'avez dit, qu'on utilise pour la gloire du despote Denis Sassou Nguesso. Mais en fait, quel message voudrait envoyer la fondation de Brazza, vous avez dit, disons la fondation de Jean-Yves Olivier, en utilisant le despote Denis Sassou Nguesso? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il utilise de l'argent pour faire de la politique, ce qui justifie d'ailleurs tous les crimes économiques et financiers qu'on enregistre au Congo-Brazzaville. Et je rappelle que dernièrement, on nous parle donc de plus de 25 milliards de francs CFA, soit 40 millions de dollars disparus dans le circuit de dépenses du fonds Covid. Et cette révélation tombe après, bien entendu, celle faite par le quotidien français Libération, qui citait d'ailleurs Denis Sassou Nguesso comme chef d'un réseau mafieux, c'est-à-dire un réseau de détournement de l'argent du pétrole congolais. Et moi, je me pose donc la question de savoir, lorsqu'on utilise un tel personnage, quel message veut-on envoyer au monde, puisque une telle médiation va braquer tous les projecteurs sur cette délégation?
Et C'est vraiment savoir pour que que dans cette raison, délégation, il y a un despote, un criminel économique et financier, disons un auteur de crimes contre l'humanité. Quel message on envoie là? le message, ce n'est pas l'international qui renvoie le message, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui fait le forcing à travers son homme de main, son homme lige, Jean-Yves Olivier. Je dis en passant qu'il est très dangereux, hein, dans le sens où je me souviens, je peux vous donner le nom, André Ngombe a eu des menaces quasiment claires et nettes de ce monsieur. Hein, lorsque, à travers Global Witness, nous avons fait fuir cette fondation à Londres. Ils ont fermé leur siège à Londres. C'est un monsieur qui est, je vous ai parlé de l'OAS, c'est un monsieur, c'est un barbouze qui ne dit pas son nom. Je vous ai dit tantôt que les chances de cette délégation sont nulles et non avenues parce qu'au moment, avant qu'ils arrivent en Ukraine, je peux vous dire que Zelensky a déjà la fiche d'un certain nombre de représentants de cette délégation, dont de M. Denis Sassou Nguesso. Je m'arrête là pour ne pas rentrer dans les détails. Donc, on sait à qui on a affaire. Et on sait personnellement que c'est un agenda caché pour la gloire d'un homme. Point. Donc, maintenant, la difficulté, je vous ai dit tantôt, c'est de voir des gens comme Cyril Ramaphosa, les Sud-Africains qui ont un grand service de renseignement, de se laisser comme ça embarquer par M. Jean-Yves Olivier, en sachant que ce n'est pas pour véritablement réussir une médiation, mais il y a quelqu'un qui est derrière qui se cache pour qu'il soit vu par Biden, par les grands de ce monde. Il aime ça. Parce qu'il est en difficulté. Parce que c'est un homme de la France-Afrique aussi. Pourquoi cela? Parce que Jean-Yves Olivier, il estime que Denis Sassou Nguesso, c'est le dernier des Mohicans de la France-Afrique. Et M. Denis Sassou Nguesso, les gens ne l'ont pas remarqué. Lorsque Macron l'envoie quasiment balader au palais, au plateau, lorsqu'il rappelle à Macron De Gaulle, maintes fois, Macron ne comprenait rien dans cette histoire-là. Qu'est-ce que vient faire De Gaulle ici? Nous sommes là au XXIe siècle. Mais c'est parce qu'il voulait faire comprendre au jeune Macron, sinon à son fils ou à son petit-fils, que, mais attention, mais moi je suis un de vôtres, je suis un gaulliste. Le Je dernier suis là grâce à dinosaure de la vous. France-Afrique Ben qui existe voilà. encore. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu cette médiation, fameuse médiation, monsieur, monsieur Christian Jean-Yves Perrin, Olivier. monsieur Christian Perrin, cette fameuse médiation, on peut l'intituler Comment sauver le soldat Denis Sassou Nguesso de la France-Afrique. Il faut sauver le soldat de la France-Afrique. Parce que ce soldat est capable d'ouvrir un certain nombre de choses là où vous êtes en difficulté. Mais il s'adresse beaucoup plus à Macron. Hein. Les Américains connaissent. Parce qu'ils savent que c'est des pipeaux. Mais il s'adresse à Macron, qui a envoyé balader Denis depuis pas mal de temps. Voyez-vous comment le pauvre colonel Makoto se bat là pour avoir des petits rendez-vous avec même des ministres et autres. Donc, Évidemment, puisque vous en parlez, évidemment, le Premier ministre congolais Anatole Koliné Makosso est en séjour à Paris. C'est pourquoi concrètement? non, de manière un peu ironique, j'ai parlé de deuxième vadrouille. Parce qu'une visite se prépare. Une visite, il y a un objet. Une visite, il y a des objectifs. Il a débarqué, soi-disant, entre côtes pour le lancement international du FESPAM, ce qui est anachronique. Festival panafricain de la musique. On vient faire le lancement à Paris. À Paris. À Paris. Donc, on ne comprend pas. Il trouve encore un prétexte. Ah oui, parce que la rumba, ben oui, ben vous pouvez inviter les représentants de l'UNESCO à Brazzaville. Parce qu'un festival, c'est à la fois un produit touristique et un soft power. Mais le produit touristique, c'est pour découvrir votre pays. Le soft power pour vendre votre pays. Mais vous n'allez pas venir vendre votre pays à Paris. Ça, c'est de un. De deux, un pays où là, il y a une misère totale. Ils arrivent quand même à débloquer, à mobiliser 2 milliards. Et je ne sais pas combien vont partir déjà dans cette histoire de Paris. Là. Beaucoup de millions. Et lui, il en profite. On sait pertinemment que c'est un moyen pour les oligarques du système de M. Denis Sassou Nguesso de sortir de l'argent du trésor public. Très bien. Il arrive ici, comme lui aussi, je pense. M. Koliné Makosso estime aussi que pourquoi pas moi demain. Ben, il doit montrer aussi que la légitimité, c'est ici. Malgré tout ce qu'ils disent, pour eux, la légitimité, c'est ici. Il doit s'afficher avec les Blancs. Comme c'est des gens qui sont complexés devant le Blanc. Vous l'avez vu, se retrouver à l'Académie des sciences d'Outre-mer. Anciennement, Académie des sciences
des colonies. Et vous savez qui est là-bas? Parmi les membres, Michel Roussin. Michel Roussin. Et C'est les il mêmes est personnes alors. les mêmes personnages. C'est la France-Afrique. C'est des vieux nègres, c'est des vieux blancs. 70 ans, 80 ans passés, mais qui n'ont pas grand-chose à faire sinon tenter de pérenniser ce système anachronique qui est rejeté par des générations des jeunesses africaines. Et je me surprends de constater que M. Collinet, qui est de ma génération, n'arrive même pas à le détecter. Il se retrouve, il est content de faire les photos avec des vieux blancs en pensant, mais monsieur, vous êtes à contre-courant de l'histoire. Oui, mais dans tous les cas, Anatole Collinet-Makosso n'est pas n'est pas étranger dans cette politique ou dans le régime Denis Sassou Nguesso. Il est à côté de la famille, disons, du couple présidentiel. Denis Sassou Nguesso depuis pratiquement 30 ans, donc ce n'est pas quelqu'un de... Voilà, on revient donc sur le despote Denis Sassou Nguesso. Vous avez dit tout à l'heure qu'il utilise l'argent pour la politique, pour faire la politique. Et je disais d'emblée ce qui justifierait donc finalement tous ces scandales financiers où jamais une semaine ou presque sans que lui-même et les membres de son clan ne soient cités dans des scandales de détournement, de vol, de blanchiment d'argent. Et j'ai même rappelé donc les révélations du quotidien français à Libération. Alors, voilà ce qui a donc conduit trois personnalités congolaises, parce qu'ils se sont exprimés d'abord en qualité de citoyens congolais, donc je préfère garder ce statut. Il s'agit donc de Clément Mirassa, de Enda Diogène Seni et Jean-Claude Anyangoy qui ont tenu donc une conférence de presse à Brazzaville sur les crimes économiques et financiers. Et vous nous direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Mais au cours de cette conférence, c'est-à-dire qui s'est terminée par, évidemment, l'initiation d'une pétition qui doit être en ligne, on reviendra là-dessus. Mais je voudrais d'abord votre appréciation ou votre analyse sur, évidemment, cette activité où des personnalités, mais qui sont en réalité des responsables de partis politiques, mais qui ont pensé plutôt s'exprimer sous le statut d'un simple citoyen congolais pour dénoncer ces crimes économiques et financiers, j'allais dire, en série, puisque c'est tout le temps finalement. C'est devenu, on a même l'impression que ces crimes ont été érigés en mode de gouvernance au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette conférence qui avait été initiée sous ce label-là? Vous savez, M. Christian Perrin, mieux vaut tard que jamais. Moi, je me souviens, j'ai toujours, comment dirais-je, intitulé le régime de Brazzaville comme une organisation criminelle, transethnique et transnationale. Organisation criminelle. Quand on dit crime, crime de sang et crime financier. Première chose. Deuxième chose. Il y a un journal français qui est intitulé Le pouvoir de Brazzaville fonctionne comme une mafia. Comme une mafia, quasiment. Bon, première chose. Deuxième chose, nous avons pris l'habitude, malheureusement, de penser que ce qui se passe, les crimes économiques et financiers qui se passent au Congo ne concernent que les politiques. Or, le Congolais au quotidien est en train de subir en fait la gouvernance kleptocratique et criminelle de M. Denis Sassou Nguesso à travers ses oligarques depuis pratiquement 26 ans. En partant du principe que lorsqu'il cède même le pouvoir, le pauvre régime de Pascal Lissouba a hérité d'un pays qui était sinistré. Ce n'est pas moi qui le disais. Donc, si nous étions, on avait fait ne serait-ce que les recommandations, appliquer les recommandations de la conférence nationale, M. Sassou Nguesso et son monde n'allaient même pas se présenter en 92, parce qu'il y avait les recommandations qui estimaient que le Congo était sinistré. Nous étions le pays déjà à l'époque le plus endetté par tête d'habitant. Bon. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, vaut mieux tard que jamais. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut que les citoyens congolais s'impliquent dans cette affaire. Parce qu'à un moment, on avait l'impression que ça devait une affaire de monsieur Mirassa, de monsieur Mafimba, de monsieur... Non, c'est une affaire citoyenne. Et évidemment, c'est l'impression que ça donne. Le problème du Congo, c'est le problème des politiques, ou Voilà. disons des politiciens, ou comme on les appelle, c'est pour l'opposition, c'est pour le pouvoir. Et les citoyens sont vraiment résignés, comme qui dirait. Ils sont résignés, mais surtout, ils sont les premiers à se plaindre. Mais vous vous plaignez pourquoi?
Vous vous plaignez, c'est comme si vous avez un oppresseur qui vous affame, qui est tout, et voilà, qui se pavane, et vous le... Donc, cette posture citoyenne, elle est bonne pour... Parce on était on est passé à 3 étapes pour moi. La première étape, c'était les investigations. Et ça, c'était donné à ceux qui sont beaucoup plus à l'extérieur parce qu'on a plus de moyens, beaucoup plus de mobilité. Et ce travail a été fait énormément, et raison pour laquelle celles et ceux des leaders politiques, celui dont je parle là, il croit qu'il se reconnaîtra, j'ai entendu des propos du site, qu'est-ce que vous faites dans la diaspora? J'ai été extrêmement indigné, même très en colère. Parce qu'il y en a qui citent Global Witness, Panama, mais ils savent le travail qui est fait en amont. C'est les Blancs qui vont à Brazzaville, ils ne sont jamais partis à Brazzaville. Mais c'est parce qu'il y a des Congolais qui les renseignent, il y a des Congolais qui les Oui, mettent qui en contact fournissent avec. les informations, Mais et voilà. voilà, voilà, ça c'est la première chose. Travail d'investigation, nous avons eu des rapports et autres. Deuxième travail, c'était documenter. Troisième travail, c'était de mettre ça sur la place publique. Parce que les gens aussi continuent à penser que lorsque les Libérations publient une enquête, mais ils ne se réveillent pas un matin parce qu'ils veulent la tête de Sassou. Non, parce qu'il y a un travail souterrain qui est en train d'être fait. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape de la criminalisation. Les citoyens congolais doivent se dire, nous, on porte plainte contre M. Denis Sassou Nguesso. Nous estimons que ce monsieur est notre oppresseur. Quand je dis ce monsieur, ça dit que sur tout son système. Et cette conférence de presse est venue comme une espèce de date inaugurale, mais notamment au Congo, parce qu'avant, c'était beaucoup plus à l'étranger, les citoyens qui partaient. Mais là, c'est au Congo que des politiques qui ont revêtu leur tenue de citoyen pour dire, vous m'avez fait du tort. Et comme c'est votre propre constitution qui le dit, que si vous êtes dans la haute trahison, parce que lorsqu'on vend des terres à des Rwandais, c'est de la haute trahison. Donc moi, M. Guy Mafima, je peux vous porter plainte. Lorsque vous pillez à travers Orient Hall, c'est de la haute trahison, c'est des crimes. Je peux vous porter plainte. Donc ils se sont dit, nous signons pour vous dire, comme Sassou a pris l'habitude, et le régime a pris l'habitude d'arrêter les Congolais, bon, il va arrêter tous ceux qui sont signataires. Mais croyez-moi, si nous sommes ne serait-ce que 50 000 à signer, Sassou va arrêter les 50 000 Congolais. Impossible. Donc, cette étape est prépondérante, est fondamentale. Raison pour laquelle je profite de votre antenne pour demander aux uns et aux autres, citoyens congolais, ne serait-ce que déjà de la diaspora, parce que nous avons cette facilité avec Internet, de signer cette pétition. Moi, Guy Mafima, j'ai déjà signé et j'encourage les miens. Je vais m'arranger à ce que ma famille signe parce que moi, je suis fatigué d'envoyer les Western Union. D'ailleurs, je n'ai plus. De toute façon, tout le monde sait que la victime de tous ces crimes économiques et financiers, c'est bien la population congolaise qui Voilà. est invitée aujourd'hui à signer cette pétition tout à fait importante d'ailleurs, parce que c'est maintenant qu'il faut s'exprimer. Ici, il ne s'agit pas de dire, ben voilà, comme on dit chez nous, Tatampion, le président du parti X ou Y. Non, ici, c'est un problème qui concerne tous les citoyens congolais. Mais alors, dire pétition, probablement que ça ne passe pas aussi très bien au niveau, je parlerai du Congo, parce que ce sont là des De stratégies tout citoyens à fait lambda, ouais. nouvelles, beaucoup plus utilisées dans les pays, j'allais dire, démocratiques. Mais au Congo, il faut expliquer aux Congolais c'est quoi d'abord une pétition et pourquoi ils devraient signer cette pétition. Il faut susciter en fait cet intérêt, comme disent les juristes, pas d'intérêt, pas d'action. Il faut peut-être expliquer aux Congolais c'est quoi une pétition. Simple. Je pense qu'on va utiliser les mots simples. Toi, tu es jeune, tu t'appelles Malunga, tu t'appelles Itua, tu t'appelles Ngoma, tu t'appelles Boyende. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas de boulot, tu dois attendre ton grand-père qui te donne à manger. Le grand-père n'a pas sa retraite qui passe. Ta sœur, comme elle n'a rien aussi, elle va aller faire la prostitution pour ramener de l'argent. Est-ce que tu es bien en tant qu'étudiant, en tant que retraité? La réponse est non. Tu dois te dire, mais qui est responsable dans un pays aussi riche? Nous
Jusqu'en les années 90, on était enviés en Afrique. Les gens venaient travailler chez nous et autres. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une telle misère? Et 10% des Congolais, je suis gentil, 5% des Congolais se pavanent. Je prends encore un exemple factuel. Avant-hier, Fally Ipupa a fait un concert privé. La place était à 150 000 francs CFA. C'est-à-dire Pardon? 150 000 150 francs 000 CFA au francs Congo. CFA au Congo, Olympique Palace. Donc, en couple, c'était 300 000 francs CFA. Et je peux vous dire que j'étais conseiller au ministère du Tourisme à l'époque. On avait les indemnités de 300 000 francs CFA. Donc, il y a un margouillat voleur, c'est comme ça qu'il faut les appeler, un bandit, un semi-analphabète, Mosenzi, il va dépenser 300 000 francs au moment où yo, Nandako, tu crèves de faim. Mais tu ne vas pas demander à Nzambe Yago Sanga. Non. Aide-toi, le ciel Le ciel t'aidera. t'aidera, oui. Raison pour laquelle je demande aux uns aux autres. Je demande d'abord aux miens. Moi, Guy Mafimba, je suis fatigué d'envoyer, de faire des transferts. Je n'ai plus. Donc, prenons-nous en main. Si dans ma famille, je fais signer 10, sur 1000 familles, combien on sera? Ne serait-ce qu'au niveau du Congo. Mais si on est 10 000, combien on sera? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on sera nombreux, mieux ça vaut. Donc, signer où on met en accusation le régime Sassou Nguesso et ses hommes pour leur dire voilà ce que vous êtes. Il y a une chanson de Fally qui dit Yo motozali ndoki avinanga. Mais ndoki avina bino ezanani. C'est Denis Sassou Nguesso et ses hommes. Une forme d'exhortation de la population congolaise à prendre ses responsabilités en main au lieu de continuer à bouder dans la rue, sous les aisselles, comme on dit ça chez nous. Je vous donne encore c'est maintenant le moment de passer à l'action, c'est-à-dire chacun devrait poser sa signature tout de même sur cette pétition. C'est ça un citoyen. Ou ils sont des esclaves, ou ils sont des citoyens. S'ils estiment qu'ils sont des esclaves du PCT, de M. Denis Sassou Nguesso, sa famille, mais qu'ils l'assument. Mais ils estiment qu'ils ne sont pas des esclaves. Monsieur qui sont pareils. Les Congolais ne sont pas des esclaves. J'ai eu une information. Ils ont lancé le fameux recensement. Recensement. Vous savez pourquoi les gens les rejettent? Les gens sont dans une espèce de résistance qui ne dit pas son nom. On chasse les agents recenseurs. Les Congolais ne veulent plus de ce système. Les Congolais ne veulent plus des gens qui les oppressent. Mais vous avez là une occasion. Personne ne te demande d'aller dans la rue. On te demande tout simplement d'écrire ton nom et tu signes. Je vais revenir sur une proposition concrète que je vais faire. Mais je vais expliquer encore un autre élément qui va nous permettre de criminaliser. Les gens oublient une chose. Avec un nombre, par exemple, ici, 50 000, on dépasse 50 000 Congolais qui ont signé, nous pouvons arrêter les programmes du FMI qu'avec le Congo. Nous pouvons arrêter les programmes bilatéraux avec la France. On peut aller à l'FD, Agence française de développement, et dire, mais arrêtez d'envoyer de l'argent à ce régime. Regardez les Congolais comment ils souffrent et ils n'en veulent plus. Vous aidez qui? Parce que ceux qui vous aident, ils disent qu'ils sont dans la souffrance. On peut arrêter des programmes, des organisations multilatérales comme des partenaires bilatéraux. Voilà aussi un des éléments Et en plus, avec ces éléments, le jour où nous estimons que ce régime, nous avons mis ce régime hors d'état de nuire, nous aurons la possibilité de récupérer l'argent qu'ils ont planqué dans les paradis fiscaux. L'argent de Sani Abacha a été récupéré parce que demain, nous devons reconstruire le pays. Mais nous allons reconstruire le pays avec quel argent? Alors que ces gens-là ont planqué dans les paradis fiscaux. Voilà 2 ou 3 raisons pour que les Congolais signent. Arrêtez d'être des esclaves. Arrêtez d'être des sujets d'un régime. Devenez des citoyens. Et alors, vous, les leaders politiques, nous, leaders politiques, nous avons pris notre veste de citoyens pour criminaliser ces gens, pour entreprendre l'arrêt des programmes bilatéraux et multilatéraux. Moi, Guy Mafimba, si j'ai 50 000, je peux vous garantir que je peux convaincre
avec les mots que j'ai, l'AFD d'arrêter un programme avec le Congo-Brazzaville. Parce que une dictature se pérennise lorsqu'il a la possibilité de corrompre. Mais ces gens-là sont en cessation de paiement, malgré l'argent du pétrole. Quand vous voyez des mairies qui ont 100 mois sans salaire, aujourd'hui, tout ce qui est personnel décentralisé, ils sont au chômage, quasiment, ils ne sont pas payés. Les étudiants, combien? Les retraités, combien? Mais si on bloque en plus ces programmes bilatéraux et multilatéraux, nous allons asphyxier de plus belle ce régime. Ben, ils auront affaire en face à des Congolais tellement affamés que, bon, voilà Voilà, et donc, avant une des raisons de signer cette pétition. Alors, donc, pétition. avant de passer, disons, avant de procéder à une explication comment signer, évidemment, cette pétition, il faut peut-être rappeler aux Congolais que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la première victime de ces détournements du vol, il faut carrément dire le vol. Ici, c'est le vol. Ils volent, ils prennent, ils vont planquer dans les paradis fiscaux, comme vous l'avez dit. Et il y a d'ailleurs une enquête d'un Congolais, un consultant en expertise pétrolière et minière, qui a fait aussi des enquêtes, et il révèle que plus de 133 000 milliards de francs CFA, soit 222 milliards de dollars, ont été dilapidés entre 2001 et 2022. C'est beaucoup d'argent, alors que nous, on était en train de penser, on était focalisé sur les 14 000 milliards. C'est aussi beaucoup d'argent parce que ça représente tout de même quelque chose de 7 ans de budget du Congo. Et donc, c'est l'occasion ici d'arrêter tout cela et de commencer à traduire ces auteurs en justice. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Même si ben voilà, la Constitution essaye un peu de protéger, mais si Sassou Nguesso est protégé, ceux qui l'entourent ne sont pas protégés parce Mais qu'on pas nous du parle tout, aussi pas des du tout. les 5 dignitaires qui détiennent à eux seuls 5 500 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut imaginer de telles choses? Des fonctionnaires de leur État se retrouver avec de grosses sommes d'argent dans les paradis fiscaux. Et donc, comme on disait, les premières victimes, ce sont les Congolais. Et donc, les Congolais devraient prendre évidemment leur Non seulement les Congolais, responsabilité. je veux juste ajouter, non seulement les Congolais, mais il y a un risque de faire disparaître notre pays, que le pays soit vendu. Il y a des pays, parce qu'il y a une ardoise tellement salée avec la Chine, et la Chine vient, il prend un territoire. Le port de Grèce, le port de Pirée, vous imaginez, c'est aujourd'hui a Entre été les mains de cédé. la Chine. Voilà. Donc, il y a des cas, en dehors du fait qu'il y a une souffrance factuelle, mais il y a des risques que le Congo disparaisse demain parce que nous aurons des créanciers. Nous sommes à peine 5 millions d'habitants. Hein. Des créanciers qui viendront dire non, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Et en cela, on revient encore sur Jean-Yves Olivier. On lui a posé la question, toujours dans Paris Match, il faut le lire. Vous qui jouez parfois les intermédiaires entre les deux, n'auriez-vous pas voir l'Afrique se livrer à la Chine? Il dit, il n'y a pas d'autre option. La France a parlé pendant 20 ans de construire une route entre Pointe-Noire-Brazzaville, axe essentiel pour le Congo, sans jamais être capable de la financer. Les Chinois sont arrivés et en 2 ans, c'est fait. C'était fait. Ils vont droit au but. Vous voulez une route? Très bien. Ce sera tant. Payable sur 20 ans. Payable sur 20 ans. Ou l'équivalent en pétrole, à livrer selon tel ou tel échéancier. L'Europe peut dépenser 5 millions. Bon, bref, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Aujourd'hui, le premier, lorsque vous voyez la configuration de la dette congolaise, c'est à 60%, 67% du partenariat stratégique Chine-Congo. Et la route nationale numéro 1 est presque privatisée pendant combien de temps? 67 ans. Quand les gens ont du mal à avoir des aliments à un prix de revient raisonnable, parce que tout simplement, ce qui fixe le prix des péages, ce n'est pas le Congo, c'est le consortium Chine-France. C'est une perte de souveraineté.
La route nationale Alors 1 donc, ne nous dire que appartient pas pendant je ne sais pas combien d'années. dans le même temps, le Congo a beaucoup d'argent, il a le pétrole, le bois, les minerais qu'il vend, et il encaisse beaucoup d'argent, des milliers de milliards, puisqu'ici on parle de 133 000 milliards. Ça, on prend, on met dans la poche, et on va s'endetter dans le même temps. Exactement. Donc, Au niveau de malgré la Chine, l'effacement de la dette, et M. Jean-Yves Olivier, on y revient toujours, lui, il avait reçu 1,3 million de dollars en 2010. C'est lui qui a corrompu là, je le dis de manière documentée et factuelle. Hein. S'il peut me porter plainte, j'attends. 1,3 million de dollars qu'il a reçu de Denis Sassou Nguesso pour corrompre au niveau du FMI, à l'époque de Strauss-Kahn et autres, afin d'effacer la dette du Congo par la vite pour que le Congo accède avec des chiffres tronqués à l'initiative PPTE. Il avait reçu 1,3 million de dollars. Quand il dit il utilise l'argent pour faire de la politique, c'est cela. Mais qui est endetté? Qui est endetté? Pratiquement 1 milliard de francs CFA. Exactement. C'est le Congo qui est endetté. Lui s'enrichit. Lui s'enrichit, le Français s'enrichit avec tous ses amis. La famille Denis Sassou Nguesso s'enrichit. Les Pierre Oba s'enrichit, les Bouya, les Silou, les Mbouba. Alors, bref. Les Kiki, les Mais Kaka, est-ce que les Congolais sont-ils vraiment conscients qu'ils sont mais vraiment dans le pétrin et que là, le Congo est endetté au point où finalement c'est une dette qui sera remboursée, je ne sais pas, sur un siècle? Écoutez, monsieur, il n'y a aucune fatalité. Le monde évolue. Nous avons aussi des arguments. Raison pour laquelle cette histoire de... Vous avez parlé de notre frère Mabassou qui a fait un travail mais formidable. Nous pouvons aujourd'hui, une fois aux affaires, on va y arriver. Nous avons tellement documenté, décrypté cette dette que nous allons démontrer que c'est une dette odieuse. C'est ce que les pays en Amérique du Sud ont réussi à faire après les dictatures. Ils ont démontré au FMI et à la Banque mondiale, un certain nombre de partenaires bilatéraux, que la dette est odieuse. La dette odieuse, c'est celle qui ne profite pas aux populations. Raison pour laquelle j'ai dit, l'initiative prise par les trois leaders politiques, mais en tant que citoyens, il faudrait qu'elle soit soutenue par les citoyens congolais. Au-delà des 50 000, nous sommes capables d'arrêter des programmes bilatéraux et multilatéraux. Ce n'est pas compliqué. Que nous fasse confiance. Par exemple, laquelle j'ai dit, c'est un acte inaugural. Intéressant, parce que ce monsieur ne comprend que deux choses. Le rapport de force, nous ne sommes pas là pour l'instant pour faire la guerre et autres, ce n'est pas notre. Sinon, argument contre argument, c'est-à-dire vous les amenez sur un terrain où Barokima. Ils vont fuir. Parce que tout est documenté et nous pouvons le démontrer. Alors, probablement qu'ils vont nous poser la question de savoir comment signer une pétition. Bon, je disais tout à l'heure que c'est une pétition qui est en ligne et je crois que c'est aussi sur papier, hein, je crois, au niveau de Brazzaville. Mais comment doivent-ils faire concrètement? Parce qu'après, bon, ils se diront, si je signe mon nom, peut-être, il y a aussi cela qui peut retenir les Congolais. Il faudrait que les Congolais comprennent une chose. Même au sein du régime aujourd'hui, il y a des gens qui ne supportent plus ce qui se passe. Parce qu'ils savent que demain, ils seront victimes de ce même régime. Ils vont fuir où? Ils vont fuir où? Ces gens-là vont fuir où? Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso n'est plus là. Ils vont fuir où? Ici, là, ils vont se retrouver en prison. Donc, même il y a des gens à l'intérieur qui estiment qu'on est parti trop loin. Ok, trop. Nous sommes devenus trop voleurs. Parce que tu penses qu'il y a des ministres, là, il est content. Lorsqu'il se réveille le matin, il regarde à travers, il a au moins 100 personnes qui l'attendent pour dépanner. Il n'arrive plus. Probablement qu'ils prennent aussi plaisir à cela. Mais est-ce qu'on peut expliquer aux parents, bien entendu, un goulot d'étranglement. Est-ce qu'on peut expliquer aux parents, je disais, en Lingala par exemple, c'est quoi une pétition et pourquoi ils doivent signer cette pétition? C'est toujours important. Mboka ekufi tant eyali te que parce que Nzambe atindi biso etumbu. Non. Toyi kozwa malchance na mokili. Destin ya Congo et croisé Vieux Denis. Bon, Vieux Denis, jusqu'alors, conscience kansaki mobange akomi mobange adwa conscience mazo dwa conscience te. Atiki sikoyo mboka miyibi ya kosakana te. Donc moto na moto azo bonza mboka na ndenge na ye.
azoyiba ndenge alingi na ndenge na ye azobunda ekomi neti ligablo vioba azali na bamine akobunda mikolo aki na santé abondi boyoki makambo ya 20 milliards ya covid na bakoline makoso 20 milliards babondi vieux na nga nzombo na banzete abondi bon bakiki bakaka bakoko je sais pas quoi na pétrole babondi buya na ba grands travaux babondi mboka ekomi ligablo ya miyibi. Bon, on a le choix ou tondimi boumbu donc ovali na ndako okufi na nzala ou olobi te mboka ngo ezali ya biso tu. Pourquoi biso tokoma baumbu na bino na botami mpe na papa na mama donc eko osimba lisu te mais biso toboyi ya makambo mindoki te yali kaka makambo olobi ke il faut tofunda bango mpona kofunda bango il faut que kote moko oyo bakongole ebele baleli nzala balobi te tokoki lisu te miyibi baleki botia kaka kombo na yo oti signature yango wana biso tokozwa na bato ya Brazza tokozwa ngo tokomema ngo na bato oyo bazosoutenir encore régime wana baye mosusu mingi te awa balika mwa mike na mikolo mosusu balingi lisu bango te kokende première des choses ekozala totia yango na coffre fort mokolo bango bazali te tokoluka moyen to récupérer mbongo wana première chose. Deuxième chose, comme bango baya koyibaka mbongo bazwaka mbongo bakobombaka na ndako ya mindele. Première chose. Deuxième chose, so bayi na mboko yo bakomolela nzala. Ah biso na mbongo te. Mindele bapese bango mbongo. Mbongo na badui bati encore na poche. Biso photo bloquer makambo na tout. So to kufa na nzala biso tout. Biso to kuta mikanda bino bokomi wana to koti na bandako wa to lobi allez, bo bloquer. Bo bloquer bo pesa ta mbonga pata moko te na régime wana. Parce qu'il y a les régime ba sumu qui a régime miyibi. Et tertio ekopesa nguya na congolais nyonso oyo nga na yoki que bino bozo benga na ba agent recenseur usali malamu ba benga ngo désobéissance pacifique o benga ngo désobéissance pacifique parce que vous vous retrouvez plus dans régime wana bo sala ngo na pétition bo signer oyo akoki na akoki te na internet baninga ya mboka bakobunda à ce que moi ba brigade ya mike bato misato minei bakoleka na ba quartier et ali droit et ali etumbate to na droit nango eza etumbate eza pe politique te ya pe politique te et ali kaka que moi na lobby te ya mboka yo ya binote ali mboka ya voilà et ali mboka ya famille te ngape na lingi na lia na ndenge na ngai mboka wana pétrole mboka pétrole il faut na lia mbonga ya l'or il faut na lia mbonga ya nzete il faut na lia mbongo batindaka bino ngai il faut na lia donc comme tozolia te otoloba esuka sokoti ndekwati obengi ndeke mosusu ati tokokoma tellement ebele que ekozala pesa bato force même bato oyo bazo soutenir bakoloba oh mais finalement bato mosusu balingi lisusu yo te tika ou bien okota boloko. Voilà à peu près oyo na koloba par rapport à la pétition, raison pour laquelle voilà ils appellent ndenge ya koloba ça serait intéressant de mettre en place ce débat. Ndenge ya koloba na gouvernement que bon mbongo ya pétrole okolo lobby pétrole or disons banzete mbongo wana il faut esalisa biso tout ozwa courant ya bien tozwa mai ya bien to se transporter tozwa ba taxi ba car voilà pour tout wana ezali so en fait ba école voilà ba école ba hôpitaux il faut pas soigner biso bien ainsi de suite. Or tout wana est commis moi passe na Congo po évidemment mbongo tout bazoyiba. Or voilà siko il faut ko ekomi oh biso na poto lo ba ekomi yuma mpiaka balinga ba na passe na mboka wana. Donc il faut bima na mpiaka arrêter les jeunes de continuer à être batalaku ngana expliquer bino moto bokendaki na stade soki ya masamba débat mais est-ce que vous voyez que bato ya pouvoir va dépenser saka ida moshi na ou makango na 300 000 c'est-à-dire que yo ozo beta boule au fond la moi les gablons na 50 000 balles il a dépensé 300 000 balles na poko moko bon bino nani azoba na makambo wana bino moto bazoba arrêtez boza la bazoba c'est quoi cette histoire après baya kokosa bango na moi ba 2000 pendant les élections
Alors, donc, on va terminer par le volet coup d'État militaire du 5 juin 1997. Nous sommes à quelques jours, évidemment, du triste anniversaire, le 5 juin prochain, bien entendu, le coup d'État qui a ramené le despote Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Alors, un coup d'État dont s'est félicité d'ailleurs Jacques Chirac, alors président de la République française, avec un recul 26 ans après. Que peut-on dire de ce coup d'État militaire? Ben, c'est l'une des plus grandes tragédies qu'a connu notre pays, mais avec des dégâts collatéraux. Parce qu'à travers, depuis le 5 juin, nous avons vécu des crimes contre l'humanité, nous avons vécu des crimes humains, des crimes économiques, on vient d'en parler tout à l'heure. Ces crimes économiques sont la conséquence de la prise du pouvoir du 5 juin 97. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a comme si on a tué un éléphant et chacun a pris sa partie. Donc, en réalité, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, que les Congolais doivent se poser, mais au fait, Denis Sassou Nguesso a fait le coup d'État contre Dissouba, c'était pourquoi? Il paraîtrait c'était pour instaurer la démocratie. Je pose la question aux Congolais. Au Congo, aujourd'hui, nous sommes dans un régime démocratique où c'est un régime parentocratique, une organisation criminelle transethnique et transnationale. La réponse est oui. Non, les Souba a été tribaliste. Bon, je pose la question aux Congolais. Donc, nord-sud, bien voté. Mais je me surprends de constater que c'est une famille, c'est une famille, c'est une tribu qui a pris comme possession de l'État. Je prends l'exemple des régies financières. Est-ce qu'il n'y a que, les ressortissants de la partie septentrionale, notamment de la partie, on va dire, cuvette, mais du côté Moshi d'Oyo et Boshi des plateaux. Je n'ai pas l'habitude de dire ça. Mais si je le dis, c'est parce qu'il y a une gravité qui dépasse mon entendement. Qui dépasse mon entendement en tant qu'intellectuel, qui dépasse mon entendement en tant qu'enfant de Poto-Poto. Et je vois le risque que cela suppose. Donc Lissouba n'était pas. Donc, c'était un tribaliste mineur, alors. C'est ce qu'on appelle de l'imposture. Ça soit ramener le pays à un niveau que personne n'a jamais connu. Il paraît que Lissouba, on l'avait viré parce que, soi-disant, la gestion économique était. Aujourd'hui, le Congo est en cessation de paiement. Bref, non seulement le 5 juin a été l'arrêt du processus démocratique, c'est-à-dire que ça soit trahi sa parole en tant qu'officier lorsque, après la conférence nationale, a dit plus jamais ça, c'est-à-dire le pouvoir au but de fusil, c'était fini, il a trahi. Et le pire, c'est que le 5 juin, Sassou Nguesso a fait venir des mercenaires étrangers, a fait venir une puissance étrangère pour renverser un régime démocratiquement établi. C'est de la haute trahison, c'est de la forfaiture. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo, pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'une personne normalement constituée peut aller chercher une armée étrangère ou des armées étrangères pour venir décimer sa propre population? Raison pour laquelle il doit se poser la question, à l'âge où il est maintenant, qu'est-ce qu'il va laisser à la postérité? Est-ce que c'est le réquisitoire que nous venons faire tout à l'heure? Lui, là, il est à Abuja pour la prestation de serment de nouvel chef d'État.
Buhari, qui a fait ses 2 mandats, est parti. Est-ce qu'il peut se poser la question de savoir qui suis-je, comme vous l'avez dit, et qu'est-ce que je vais laisser à la postérité? Mieux vaut tard que jamais. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a une fin à tout. La finitude est là. Mais il faut craindre que la finitude soit une finitude qui va, même plus dans la poubelle de l'histoire, mais qui va entamer la vie, qui va entamer le nom, un patronyme dans l'histoire de notre pays. Donc le 5 juin, c'est une tragédie incommensurable avec les dégâts que nous continuons à vivre jusqu'à aujourd'hui. Et moi qui vous parle depuis le 5 juin 97, ça va faire plus de 26 ans donc, je pense que Sassou, en tant qu'individu, non. En tant que chef, père de famille, non. J'ai mené ma vie ici, je continue à mener ma vie ici, j'ai mes enfants ici. Mais il a sacrifié une génération, la mienne. Il a sacrifié la génération qui m'a précédé, nos papas, enfin, nos grands frères, nos papas, parce que les retraités ne sont plus payés. Et il a sacrifié 2 générations après. Celle qui a combattu avec lui et celle, bien entendu, qui suit aujourd'hui. Parce que si vous prenez le cas, par exemple, d'un département comme celui d'Ali Kuala chez moi, chez mon père, ou celui du Poul, il y a des générations qui ne vont plus à l'école. Quelles sont les raisons? 5 juin 97. On peut monter, descendre. Le 5 juin 97 nous a plongé dans un trou noir, dans un tunnel. Et on se bat chaque jour pour sortir le Congo de ce tunnel. En tout cas, merci Guy Bafimba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes une personnalité politique Merci beaucoup. Merci congolaise vivant en France. Encore merci pour avoir été disponible. Merci à vous. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci. Nous voilà donc à la fin de cette émission. Juste un petit rappel, comme d'habitude d'ailleurs, n'oubliez pas de partager massivement cette émission si vous voulez nous aider, bien entendu, à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, mais aussi améliorer notre référencement. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez, bien entendu, être informé de toutes nos prochaines productions. Cliquez sur le petit pouce en l'air qui est en bas, évidemment, pour nous aider également à continuer à vous informer. Ce sont là des petits gestes et votre contribution à l'activité que nous menons pour informer le public. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci.